Chers collègues, cette proposition de loi, effectivement, a été déposée en mars 2023. Elle a été co-signée par nombreux de mes collègues d'autres groupes, du groupe écologiste et d'autres groupes de gauche. C'est une proposition de loi qui vise à aboutir à un article 49 respectueux de la représentation nationale. Deux mots sur le contexte. On est dans un contexte de ce que je considère comme une dérive, en tout cas de la pratique de la Ve République, et un niveau de défiance qui est assez fort envers les institutions. Et aujourd'hui, quelque chose qui apparaît, en tout cas à mes yeux, comme flagrant, qui est un déséquilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. On m'a dit à l'époque que cette proposition de loi n'était pas sérieuse. Je veux ici vous rassurer, c'est un sujet qui est éminemment sérieux. Je vais m'employer à vous le démontrer. Cette proposition de loi se centre sur un article, l'article 49. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une niche parlementaire et que le temps est contraint. J'aurais eu un grand plaisir à réécrire l'ensemble de la Constitution, mais l'exercice, le format ne nous permet pas cet exercice. J'espère que vous le comprendrez. La charge symbolique de l'article 49.3, elle est réelle, je ne la nie pas, mais je veux aller au-delà de cette charge symbolique et répondre sur les arguments de fond. L'esprit qui est le mien aujourd'hui est de vous convaincre. Et à ce titre, les auditions ont été vraiment passionnantes et je tiens à remercier ici les universitaires auditionnés, les professeurs de sciences politiques, les constitutionnalistes. Leur éclairage nous a permis de nous replonger à la jeunesse de la Ve République pour penser les équilibres institutionnels sur le temps long. Je crois qu'on a besoin d'avoir un peu de recul sur ces sujets et de se détacher un peu de l'actualité. Je tiens également à remercier l'ancien président de la République, François Hollande, et l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui ont accepté d'apporter un point de vue plus politique sur cette proposition de loi. Enfin, je remercie chaleureusement l'administratrice qui m'accompagne dans mes travaux pour la rigueur et la qualité de son travail, ainsi que le stagiaire. Cette proposition de loi constitutionnelle est simple, elle est concise dans sa formulation, elle concerne le cœur de l'équilibre institutionnel de la Ve République. En premier lieu, nous proposons de modifier l'alinéa 1er de l'article 49 de la Constitution en imposant à tout gouvernement nouvellement formé de demander à l'Assemblée nationale un vote de confiance. Et en second lieu, nous souhaitons supprimer l'alinéa 3 de l'article 49. Dès l'origine, la Ve République a été marquée par un déséquilibre entre le pouvoir exécutif, entre les pouvoirs au profit de l'exécutif, avec l'élection du président de la République au suffrage universel direct décidé en 1962 et appliqué à partir de 1965, puis ensuite avec le passage au quinquennat et la synchronisation du calendrier entre les élections législatives et la présidentielle, ce déséquilibre a été renforcé de fait. Cette hyper-présidentialisation du régime aboutit aujourd'hui à une impasse parce que tout tourne autour de l'élection présidentielle. Les autres institutions sont dévitalisées, les élections législatives sont invisibilisées, l'Assemblée nationale est reléguée en arrière-plan. Toutes les attentes de nos concitoyens sont tournées vers la figure providentielle du président de la République qui préside et gouverne, se faisant tout à la fois arbitre et protagoniste. Il est aujourd'hui également chef de la majorité. Tout le reste est écrasé. Certains diront que nous sommes en monocratie. Lorsque prévaut le fait majoritaire, le contrat est simple. Le président élu a mandat pour dérouler son programme avec le soutien d'une majorité de députés. En 2017, Emmanuel Macron s'était inscrit dans ce schéma classique, pas unique, il y a eu beaucoup d'exceptions, mais classique sous la Ve République. Il avait un programme, des idées qui avaient été développées dans la campagne et il avait une majorité derrière. En 2022, la situation est extrêmement distincte. Il n'a pas proposé de programme très précis. La campagne a été assez vaporeuse. Il a été élu au second tour avec les voix de gauche pour écarter Marine Le Pen. Donc son mandat, il est pour battre l'extrême droite. Il n'est pas forcément pour dérouler un programme. Qu'est-ce qui se passe en juin 2022 ? Les Français ont envoyé un message clair en refusant de lui donner une majorité, ce qui est extrêmement rare quand on est sur des législatives qui viennent juste après une élection présidentielle. L'intelligence politique aurait recommandé de tirer les conséquences du verdict des urnes, de reconnaître qu'il n'y avait pas de majorité sur un programme, de tout remettre à plat, de chercher une majorité sur des bases rediscutées, sur des nouvelles bases. Emmanuel Macron a choisi une autre voie. Il a choisi de considérer, comme d'autres avant lui, que l'article 49, alinéa 1er de la Constitution, n'imposait pas
à sa première ministre d'engager sa responsabilité sur un programme ou une déclaration de politique générale. Il a décidé d'ignorer le résultat des urnes et de nommer sciemment un gouvernement minoritaire. Comment gouverner sans majorité? La réponse est assez simple, elle tient en 3 chiffres, 49.3. 3 chiffres pour effacer des milliers d'amendements, faire avaler aux députés sans débat ou presque 2 budgets, 2 lois de financement de la sécurité sociale, une réforme des retraites. 3 chiffres pour faire oublier finalement le péché originel du gouvernement Borne, c'est-à-dire l'absence du vote de confiance. Alors qu'il était initialement conçu comme un mécanisme exceptionnel, l'article 49.3 est devenu, sous le gouvernement Borne, la procédure de droit commun pour faire adopter les textes financiers sans débat. Or, historiquement, les parlements sont nés pour garantir le consentement à l'impôt. Il ne faut pas oublier cette chose-là. En d'autres temps, l'usage actuel du 49.3, en d'autres termes, cet usage prive le Parlement de sa vocation essentielle. Il dénature les institutions. Ce qui a été conçu comme un instrument de stabilité devient un facteur d'instabilité. Aujourd'hui, chaque 49.3 est vécu par nos concitoyens comme une brutalité. Chaque 49.3 alimente une colère qui ne trouve pas d'exutoire au sein de l'Assemblée, réduite au silence dès le début de la discussion. Chaque 49.3 sème un peu plus la division au sein de l'hémicycle, mais aussi dans la société. C'est devenu un facteur de trouble, un facteur de dissension, d'agitation. Le 49.3 vient aujourd'hui ajouter à la défiance envers les institutions. Parce que nous sommes convaincus que les conflits doivent se résoudre avant tout au sein des institutions, nous entendons redonner à l'Assemblée nationale tout son rôle. Pour cela, comment faire? Revenons dans un premier temps à la pratique orthodoxe de la Constitution. S'il en imposait un vote de confiance devant la représentation nationale, à chaque nouveau gouvernement, les politiques n'auraient pas d'autre choix, les mouvements politiques n'auraient pas d'autre choix que de s'asseoir autour de la table pour trouver une majorité sur un programme. Par la suite, dès lors que le gouvernement dispose d'une majorité pour la mise en œuvre d'un programme déterminé, l'utilisation du 49.3 devient sans objet. Certains iront brandir le spectre de la 3e ou de la 4e République, j'en suis certain, mais cette comparaison à l'emporte-pièce traduit soit une mauvaise foi assumée, soit une méconnaissance de l'histoire politique française. Le droit de dissolution était tombé en désuétude sous la 3e République dès 1877, c'est-à-dire depuis l'échec initial de MacMahon. Et il était tellement encadré sous la 4e République qu'il apparaissait quasiment impossible de le mettre en œuvre. Cela a grandement contribué à l'instabilité gouvernementale sous ces 2 régimes. Tel n'est pas le cas sous la 5e, à son article 12, qui garantit une arme à la main du président de la République. Rappelons-nous qu'une seule motion de censure a été adoptée le 5 octobre 1962. Cela prouve que le pouvoir dissuasif du droit de dissolution est puissant. Et c'est encore vrai sous l'actuelle législature. En réalité, la stabilité des gouvernements sous la 5e n'est pas assurée par le 49.3, mais par le pouvoir de dissolution, lequel n'est pas remis en cause dans cette proposition de loi. En outre, chacun sait que la 5e République donne à l'exécutif bien d'autres outils que le 49.3 pour assurer la stabilité et surmonter l'obstruction. Nous ne connaissons que trop bien le vote bloqué, le temps législatif programmé, ou encore les articles 47 et 47.1, dont je vous invite à les relire. Ils encadrent le temps d'examen des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, et ils permettent au gouvernement de légiférer par ordonnance s'il y avait un blocage, évitant tout shutdown à l'américaine. D'aucuns nous diront que la culture de coalition n'existe pas en France, qu'il est impossible de gouverner sans la confiance présumée de l'Assemblée nationale et de l'article 49.3 de la Constitution. Pourtant, l'histoire a montré le contraire. En effet, Lionel Jospin a gouverné 5 ans dans un contexte où aucun parti n'avait de majorité à lui seul, parce qu'il a su bâtir une coalition solide, prenant acte d'une composition morcelée de l'Assemblée. Lionel Jospin n'a pas eu recours au 49.3. Dans un autre registre, François Fillon n'a jamais eu recours, lui non plus, dans toute sa législature, pendant 5 ans. Il est possible de gouverner sans brusquer le Parlement, c'est-à-dire en le respectant, quand on s'en donne les moyens. C'est tout l'esprit de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.